Le 8 décembre 2023, un juge de la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique, au Canada, a déclaré l'accusé Ibrahim Ali coupable de meurtre au premier degré dans l'assassinat d'une jeune fille d'origine chinoise nommée Marie Sen, dont le nom chinois est Shen Xiaoyu. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Ce verdict apporte un certain réconfort, bien que le procès ait duré très longtemps. Enfin, cette affaire interminable est close. Cependant, il s'agit d'un verdict tardif, car la famille de la victime et ceux qui croyaient en la justice ont dû attendre pendant si longues années. Si Marie était encore en vie, elle aurait aujourd'hui 22 ans. On peut dire que même lorsque la justice est rendue, cela ne suffit pas à apaiser la douleur. Vous regardez la chaîne Affaires criminelles réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes. Comme d'habitude, avant de commencer à décrypter les mystères de l'affaire d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour nous soutenir. Maintenant, plongeons dans les détails de cette affaire. Tout a commencé par une disparition en 2017. Le soir du 18 juillet, peu après 23 heures, une mère s'est rendue au poste de police de la ville de Burnaby, en Colombie-Britannique, pour signaler la disparition de sa fille. Elle a expliqué qu'après une journée de travail, elle était rentrée chez elle pour découvrir que sa fille de 13 ans, Marie, avait disparu. Elle a essayé de l'appeler, mais le téléphone de sa fille était éteint. Au début, la police n'a pas pris l'affaire très au sérieux. À cet âge, il est normal que les adolescents sortent avec des amis, que leur téléphone soit à court de batterie ou qu'ils l'éteignent délibérément. Ils pourraient simplement être en train de s'amuser jusqu'à épuisement, puis rentrer chez eux. Cependant, la mère était extrêmement inquiète, affirmant que sa fille n'était jamais rentrée après 20 heures. Sous l'insistance de la mère, la police a décidé de vérifier la dernière position GPS du téléphone de la jeune fille. Les données ont montré que le dernier signal était apparu dans le parc central de Burnaby environ 1 heure auparavant. Ce parc n'était pas loin de chez elle et était un lieu de rassemblement populaire pour les jeunes la nuit. La police a donc renforcé son hypothèse initiale selon laquelle la jeune fille était simplement sortie avec des amis. Cependant, la mère restait profondément anxieuse et a insisté pour que la police l'accompagne au parc pour chercher sa fille. Bien que les policiers ne croyaient pas qu'il s'agissait d'une affaire grave, ils ont accepté de l'accompagner. Il était presque minuit et les 3 personnes ont parcouru le parc à plusieurs reprises avec des lampes de poche, mais n'ont trouvé aucune trace de la jeune fille. La police a conseillé à la mère de rentrer chez elle et d'attendre des nouvelles. Moins d'1 heure plus tard, un officier patrouillant dans la zone sud-est du parc a découvert un petit portefeuille rose en forme de chat ainsi qu'un téléphone éteint près d'un petit sentier, à environ 1 mètre de distance. Une carte blanche était tombée au sol. En la ramassant et en l'examinant, l'officier a réalisé qu'il s'agissait d'une carte d'étudiant portant le nom de Marie Sen. Immédiatement, l'officier a signalé l'incident à ses supérieurs. L'opérateur du central a saisi le nom de famille, Sen, dans le système, et le rapport de disparition de la mère de Marie est apparu. C'est à ce moment-là que la police a commencé à prendre l'affaire au sérieux. Ils ont rapidement déployé des effectifs supplémentaires dans le parc central et ont alerté l'équipe de secours pour aider à la recherche. À 1h10 du matin, la police a découvert que Marie était décédée. Son corps se trouvait à quelques dizaines de mètres de l'endroit où le portefeuille avait été trouvé. Le médecin légiste a estimé que la jeune fille était décédée environ 3 heures auparavant, soit vers 22 heures la veille. Par une chaude nuit d'été, la vie de cette jeune fille de 13 ans s'est arrêtée à jamais, sans qu'elle ne puisse attendre la rentrée scolaire de septembre. La personne la plus dévastée était la mère de Marie. Après avoir découvert la disparition de sa fille, elle avait passé près de 40 appels téléphoniques. Lors des funérailles début août, elle a pleuré à tel point qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Elle caressait sans cesse le visage de sa fille dans le cercueil, comme si elle essayait de la réveiller doucement chaque matin, espérant pouvoir la ramener à la vie une fois de plus. La mère et la fille venaient d'arriver au Canada depuis 1 an, vivant ensemble pour que la fille puisse bénéficier de meilleures conditions d'études au collège. La mère travaillait plusieurs emplois à la fois, souvent occupée jusqu'à tard dans la nuit. Marie était une fille obéissante et compréhensive. Pendant les vacances d'été, elle suivait des cours le matin, puis rentrait à pied pour cuisiner. L'après-midi, elle restait généralement à la maison, utilisant son téléphone ou faisant de l'artisanat. Parfois, elle allait dans un café près de chez elle pour utiliser le Wi-Fi gratuit.
Où qu'elle aille, elle rentrait toujours avant la tombée de la nuit. La police a extrait les enregistrements des caméras de sécurité de l'immeuble où vivait Marie et des alentours du parc central où l'incident s'était produit. Ils se sont concentrés sur la période entre 17h et 22h. Les images montrent qu'à environ 18h, Marie a quitté son appartement et est entrée dans un Tim Hortons voisin. Elle a acheté une collation, bu de l'eau et utilisé son téléphone, semblant très détendue. Après environ 1h30, elle est partie. En sortant, elle a soigneusement nettoyé la table et a poliment tenu la porte pour une personne âgée qui entrait. Il était alors 19h40. Si elle voulait rentrer avant 20h, le chemin le plus court et le plus rapide était de traverser le parc central de Burnaby. Cependant, ce chemin était complètement hors de vue des caméras de sécurité. Sur les images satellites, on peut voir que ce petit chemin était entouré d'arbres denses, sans aucun lampadaire et très peu fréquenté la nuit. C'était le dernier chemin emprunté par Marie dans sa courte vie. Quelques heures plus tard, son corps a été retrouvé à l'endroit marqué sur la carte, au milieu de ce petit chemin. Entre le moment où elle a perdu contact et celui où elle a été retrouvée, que s'est-il passé? Au début, la police n'a divulgué aucune information détaillée. Cependant, selon un rapport d'autopsie présenté plus tard au tribunal, la jeune fille avait été déshabillée, ses sous-vêtements avaient été arrachés et son vagin présentait plusieurs déchirures de gravité variable. La cause du décès était une asphyxie. Il est difficile d'imaginer ce que la jeune fille a enduré avant de mourir. La douleur et le désespoir qu'elle a ressenti, sans que personne ne puisse l'aider. Le public était à la fois en colère et perplexe. Les jeunes filles n'osaient plus sortir seules la nuit, et les parents d'enfants en bas âge devaient prendre des congés pour accompagner leurs enfants à l'école. Certains ont même décidé d'arrêter les cours supplémentaires pendant les vacances d'été. Sous la pression sociale intense, la police n'avait toujours pas fait de percée. Le chemin était trop isolé, sans caméra de surveillance, et la nuit, il n'y avait presque personne. En l'absence de témoins, la police a interrogé plus de 2000 personnes, y compris des résidents locaux, mais n'a obtenu aucune piste valable. De plus, la scène du crime était couverte de gravier et de feuilles mortes, rendant impossible la collecte d'empreintes de pas complètes. Aucun cheveu, empreinte digitale ou fibre textile suspecte n'a été trouvé. La seule preuve pouvant être liée au meurtrier était un échantillon de sperme contenant de l'ADN trouvé sur le corps de la victime. Cependant, après vérification dans la base de données criminelle, aucune correspondance n'a été trouvée. La police était dans l'impasse. Pendant ce temps, le meurtrier, après avoir agressé Marie, s'était complètement caché et n'avait pas commis d'autres crimes. Par conséquent, en plus de demander au public de fournir des indices, la police a également collecté des photos et des vidéos des funérailles et de la veillée de la victime. Selon des études de psychologie criminelle, les criminels peuvent apparaître à de tels événements avec un sentiment de satisfaction maladif. Cependant, dans cette affaire, cette hypothèse n'a pas apporté de percée significative. La police a successivement placé plus de 90 personnes sous surveillance, mais toutes ont été exclues car leur ADN ne correspondait pas. Le temps passait, et une année touchait à sa fin, mais le véritable meurtrier n'avait toujours pas été identifié. À Burnaby, en particulier dans la communauté chinoise, des affiches d'avertissement ont été collées partout, surtout autour du parc central, pour rappeler aux gens de rester vigilants face à un criminel toujours en liberté. Apprenant que les autorités municipales n'avaient toujours pas installé de caméras de surveillance dans le parc, un groupe de jeunes et de personnes d'âge moyen d'origine chinoise a formé une patrouille volontaire. Ils faisaient du vélo le long des petits chemins du parc chaque jour pour protéger les femmes et les enfants. Pendant ce temps, la police plaçait ses espoirs dans une technologie encore en phase de test, la reconstitution faciale à partir de l'ADN. En termes simples, la couleur des cheveux, la taille, la race, le sexe et même l'apparence d'une personne sont déterminés par les gènes. En analysant l'ADN, les scientifiques peuvent utiliser des ordinateurs pour reconstruire le visage d'un suspect, aidant ainsi à identifier le criminel. Cependant, comme nous le savons tous, l'apparence d'une personne peut changer en fonction de son environnement, de ses expériences et de son âge. Que ce soit dans le milieu universitaire ou dans l'opinion publique, cette technologie a suscité beaucoup de scepticisme, avec des critiques affirmant que la précision des images reconstruites était trop faible. Cette méthode pourrait conduire à des arrestations erronées et soulever des préoccupations concernant la violation de la vie privée et l'abus de pouvoir dans l'application de la loi. C'est pourquoi, bien qu'elle ait été étudiée pendant plus d'une décennie,
la technologie de reconstitution faciale à partir de l'ADN n'a pas été largement reconnue et a été exclue des principales méthodes d'enquête criminelle. Un tournant inattendu s'est produit en 2018 lorsque le tueur en série, Golden State Killer, a finalement été arrêté après 44 ans de cavale. En comparant le portrait reconstruit à partir de l'ADN avec l'apparence réelle du criminel, les gens ont réalisé qu'à part un visage légèrement plus rond dû à l'âge et une ligne de cheveux reculée, les traits du visage, la taille et les proportions des traits, même les rides de chaque côté du nez et les sillons nasogéniens, correspondaient à 80%. Peu après, une autre affaire a attiré l'attention des experts. William T. Boss, un criminel qui se cachait depuis les années 1980, a également été arrêté à peu près à la même époque. En comparant le portrait reconstruit à partir de l'ADN avec son apparence réelle, à part une prise de poids et une ligne de cheveux reculée, tous les autres traits, y compris les traits du visage et la couleur des yeux, correspondaient de manière étonnante. Ces deux cas ont prouvé que cette technologie avait une réelle applicabilité, redonnant espoir à l'équipe d'enquête sur l'affaire de Mary Abernaby. Comme l'échantillon d'ADN prélevé sur la scène du crime datait de moins d'1 an, le criminel n'aurait pas subi de changement significatif dans son apparence, contrairement aux 2 criminels mentionnés précédemment. Cela signifiait que la précision de la reconstitution faciale à partir de l'ADN dans cette affaire serait beaucoup plus élevée. Sur la base de l'analyse, le criminel a été identifié comme ayant entre 20 et 35 ans, avec des cheveux et des sourcils foncés, une peau brun clair, un visage mince avec un nez long et une caractéristique très distinctive, un menton fuyant, également appelé menton de mouton. De plus, l'analyse ADN a révélé un élément très important. Cette personne venait du Moyen-Orient, plus précisément du nord de la région, comprenant la Syrie, le Liban, le nord de la Turquie et une petite partie de l'Irak. Avec ces informations, la zone de recherche des suspects a été considérablement réduite. Pour éviter les controverses sur la discrimination raciale, la police n'a pas rendu public le portrait reconstruit à partir de l'ADN du suspect, mais l'a envoyé à certaines communautés et organisations locales d'origine moyen-orientale. Ils ont collecté des indices tout en encourageant les jeunes ayant une apparence similaire à fournir volontairement des échantillons d'ADN, non seulement pour aider l'enquête, mais aussi pour prouver leur innocence. Cependant, la police savait pertinemment que le criminel ne se présenterait pas volontairement pour fournir un échantillon d'ADN. Néanmoins, ils ont décidé de tendre un piège, car s'ils avaient de la chance, ils pourraient identifier un parent direct du suspect. Et effectivement, cette fois, ils ont touché le jackpot. En août 2018, le laboratoire chargé de l'analyse ADN a annoncé que parmi plus de 300 échantillons volontaires reçus, un échantillon présentait un lien de parenté avec le suspect. Cependant, il ne s'agissait pas d'un parent direct, mais d'un parent éloigné dans les 3 générations. En apprenant cette nouvelle, la police était à la fois soulagée et un peu déçue. En effet, les familles du Moyen-Orient sont connues pour être nombreuses, avec parfois plus de 20 cousins du côté paternel et plus de 40 du côté maternel. Si chaque personne devait être vérifiée une par une, cela prendrait une éternité pour identifier le criminel. Mais peu après, une autre nouvelle a redonné espoir à la police. La famille ayant fourni l'échantillon d'ADN n'avait qu'un seul homme correspondant aux caractéristiques déterminées par la reconstitution faciale à partir de l'ADN. Il s'avérait que cette famille venait d'arriver au Canada il y a un peu plus d'1 an en tant que réfugié syrien et n'avait pas encore élargi sa lignée. Ainsi, la police a économisé beaucoup de temps et de ressources. Le seul homme sous surveillance s'appelait Ibrahim Ali, que nous appellerons simplement Ali. Ali, 28 ans, célibataire, travaillait comme ouvrier sur des chantiers de construction pour une entreprise de construction. Auparavant, il n'avait aucun casier judiciaire. L'appartement qu'il louait se trouvait à moins de 700 mètres du parc central, où Marie avait été retrouvée. La police n'a pas eu trop de mal à obtenir un échantillon d'ADN d'Ali à partir de ses effets personnels. Les résultats de l'analyse ont montré que cet échantillon correspondait parfaitement à celui trouvé sur le corps de Marie. Avec cette preuve irréfutable, la police a immédiatement arrêté Ali sur le chantier et l'a inculpé de meurtre au 1er degré. Après 1 an et 2 mois, le criminel avait enfin été arrêté, mais personne ne s'attendait à ce qu'un cauchemar juridique de 5 ans ne fasse que commencer. Tout vient de commencer. Bien que les médias grand public aient tenté de minimiser l'affaire, car le suspect n'était pas un réfugié, l'affaire a tout de même déclenché une vague de débats intenses dans l'opinion publique. La raison principale est qu'auparavant, de nombreux citoyens s'étaient opposés à la politique du gouvernement canadien d'accueillir 25 réfugiés syriens,
craignant que cela ne crée non seulement un fardeau financier, mais aussi des risques sécuritaires potentiels. Cependant, à l'époque, le premier ministre canadien Justin Trudeau avait fermement affirmé que le gouvernement pouvait garantir la sécurité absolue des citoyens pour renforcer la confiance. Pour renforcer la confiance dans le gouvernement canadien, les critères d'accueil des réfugiés ont été rendus publics, soulignant que l'examen serait basé sur la taille de la famille, en donnant la priorité aux femmes et aux enfants, tandis que les hommes adultes resteraient en Syrie pour protéger leur patrie. Pourtant, Ali, âgé de seulement 28 ans, était dans la force de l'âge, célibataire et sans enfant. Alors, comment est-il arrivé au Canada? Il s'avère qu'Ali n'était pas un réfugié pris en charge par le gouvernement, mais qu'il est entré au Canada par le biais d'un programme appelé parrainage privé. Ce programme est significativement différent du programme gouvernemental d'accueil des réfugiés. Concrètement, si un groupe privé ou un individu parraine un réfugié et s'engage à couvrir tous les frais de subsistance, y compris le logement, l'installation, les soins de santé et la nourriture, la personne parrainée peut également venir au Canada en tant que réfugié. Ce programme permet aux réfugiés d'entrer au Canada par le biais d'un processus d'examen accéléré, sans avoir à répondre à des exigences en matière de sexe, d'âge ou de statut familial. Cependant, bien qu'il semble que l'argent soit le seul critère, en réalité, le processus n'est pas si simple. Par exemple, une famille de 4 personnes a besoin d'un parrainage variant entre 80 000 et 100 000 $ canadiens, environ 1,7 milliard de dong par an, avec une durée minimale de parrainage d'1 an. Malgré ces coûts élevés, les Canadiens, connus pour leur générosité et leur compassion, ont répondu présent. Selon la CBC, une église, St. Andrew's Wesley United à Vancouver, a collaboré avec un groupe de résidents de l'île Bowen pour parrainer une famille de réfugiés syriens de 6 personnes. La raison principale du choix de cette famille était qu'ils avaient un parent vivant sur l'île Bowen, qui était également membre de cette église. Après le déclenchement de la guerre en Syrie, ce parent a réalisé que si la famille venait au Canada par le programme gouvernemental, le temps d'attente serait long et la concurrence féroce. Il a donc décidé d'utiliser le canal de parrainage privé pour augmenter les chances de parrainage. On peut dire qu'il était très doué pour collecter des fonds. Peu de temps après, l'histoire tragique d'une famille syrienne dévastée par la guerre, errant à la recherche d'un refuge, a fait la une des journaux locaux de l'île Bowen. L'article était accompagné de photos de la Syrie ravagée par les bombes, ce qui a ému les habitants locaux. Les dons ont afflué en masse et l'Église n'est pas restée en marge. Le pasteur a simplement dit « Les proches des paroissiens sont aussi notre famille. Donner pour eux, c'est comme offrir à Dieu. » Immédiatement, les gens ont ouvert leur portefeuille et ont été prêts à contribuer. Grâce à la collaboration des deux parties, en peu de temps, ils ont réussi à collecter 650 000 $ canadiens. Les dons ne se sont pas arrêtés là. Le groupe de parrainage a également trouvé une maison pour cette famille sur l'île, acheté des meubles, loué une voiture et même inscrit les enfants à l'école et à la garderie. Même les petits détails comme le transport depuis l'aéroport ont été soigneusement organisés. Comme les dons étaient abondants, après avoir couvert tous les frais, il restait encore 50 000 $ canadiens. Après avoir pris soin de cette famille de 6 personnes, le parent a eu une idée, il avait encore un frère célibataire. Pourquoi ne pas utiliser l'argent restant pour le faire venir aussi? Non seulement il aurait un logement et un billet d'avion, mais il obtiendrait également une carte verte. Ce cadeau du ciel a été reçu par Ali, le meurtrier de l'affaire d'aujourd'hui. Le 2 mars 2017, les 7 personnes ont atterri au Canada. À l'aéroport de Vancouver, ils ont été accueillis non seulement par leur famille, mais aussi par des représentants de l'Église et des résidents de l'île. Ils ont pris une photo souvenir à l'aéroport, et le lendemain, cette photo a fait la une d'un journal local, saluant cette histoire émouvante comme un exemple de la générosité canadienne. Cependant, contrairement à son frère qui a vécu paisiblement sur l'île, Ali a choisi une autre voie. Il a utilisé l'argent des dons pour s'inscrire à un cours d'anglais dans une grande ville et à louer un appartement. Avec un logement, une école et une allocation, il vivait un rêve que même de nombreux étudiants internationaux qui travaillent à temps partiel ne peuvent pas se permettre. Tout est venu trop facilement, et Ali a rapidement sombré dans une vie de débauche. En seulement quelques mois, il n'a pas pu résister à ses pulsions et a agressé une jeune fille qu'il venait de rencontrer. Cette fille était Marisa. Ce qui a encore plus indigné l'opinion publique, c'est que seulement 3 mois avant son arrestation,
Ali avait été invité à retourner sur l'île Bowen pour une réunion de famille à l'occasion du premier anniversaire de leur arrivée au Canada. Cet événement a même été rapporté par les médias comme une preuve de leur intégration réussie. Sur la photo prise ce jour-là, Ali semblait calme et détendu. Bien plus qu'il y a un an, personne n'aurait pu imaginer que derrière cette apparence, il portait le poids d'une vie innocente. Lorsque la vérité sur ce meurtrier, autrefois célébré comme une histoire inspirante au Canada, a été révélée, l'opinion publique a immédiatement été secouée. La colère a explosé, et les critiques se sont directement tournées vers le premier ministre Justin Trudeau, qui avait fièrement promis que l'accueil d'un grand nombre de réfugiés n'affecterait pas la sécurité sociale. Alors, que peut-il dire maintenant? C'est la question qui est posée de toutes parts, forçant le gouvernement à réagir. Le Canada fait face à une vague de protestations violentes. Le premier ministre Justin Trudeau s'est officiellement exprimé lors d'une interview avec le magazine Marlin. Clairement, c'est un choc énorme pour la famille et les amis de Marisa, et aussi une terrible tragédie. Tout acte de privation de vie est effrayant. Mais j'ai confiance en notre système juridique. En fin de compte, la justice apportera un résultat satisfaisant. En même temps, nous envisageons des mesures pour assurer la sécurité de tous. Ces paroles semblent parfaitement préparées, mais elles donnent l'impression qu'il a beaucoup parlé sans vraiment dire quoi que ce soit. Tout d'abord, Ali a refusé l'offre du procureur. Il a refusé un accord de plaidoyer pour le meurtre au premier degré. Le procureur a insisté pour poursuivre la défense de l'innocence. Pour cette raison, Ali a successivement licencié 5 avocats, déterminés à trouver quelqu'un d'assez têtu pour l'aider à obtenir un acquittement en cours. Le problème est qu'Ali n'a absolument pas les moyens de payer un avocat, donc tous ceux qui le défendent sont des avocats commis d'office, payés par le programme d'aide juridique. Mais ce soi-disant « gratuit » ne s'applique qu'à Ali, car les avocats sont toujours payés intégralement. Ces frais sont entièrement couverts par le gouvernement, ce qui signifie qu'ils sont finalement payés par les contribuables. Selon les informations des cabinets d'avocats, les frais de base d'un avocat au Canada commencent à 300 $ canadiens de l'heure et peuvent même être plus élevés lors des audiences. Chaque fois qu'un avocat est remplacé, tout le dossier doit être relu, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Sans compter que le nouvel avocat peut invoquer le fait de ne pas bien comprendre l'affaire ou de ne pas être suffisamment préparé pour demander un report de l'audience. Rien que les frais d'avocat pour Ali ont atteint un montant astronomique. Alors que les personnes aisées peuvent facilement engager un avocat, trouver un interprète pour Ali s'est avéré bien plus difficile. Il a déclaré ne pas seulement ignorer l'anglais ou le français, mais ne pas même pouvoir utiliser l'arabe, la langue officielle de son pays. La seule langue qu'il peut parler est une langue extrêmement rare, et il ne sait ni lire ni écrire. Personne ne comprend comment quelqu'un né à la fin des années 90 comme Ali peut être totalement analphabète dans la société moderne du Canada. Le nombre d'interprètes certifiés pour cette langue est très limité, et les coûts de traduction sont extrêmement élevés en raison de la barrière linguistique. Ainsi, chaque fois que l'avocat veut discuter de l'affaire avec Ali, un interprète doit être présent. Cela signifie qu'ils doivent attendre que l'interprète soit disponible. Si l'interprète ne peut pas assister à l'audience ou à l'audition prévue, toute la procédure judiciaire est reportée. Pour les avocats et les interprètes, plus le temps s'étire, plus ils sont payés. Pendant ce temps, le temps de détention provisoire d'Ali est calculé avec un coefficient de 1,5 pour être déduit de la peine officielle. Cela signifie que depuis son arrestation en 2018 jusqu'à son procès en 2023, ces 5 ans de détention provisoire équivalent à 7 ans et demi de peine officielle. On peut dire qu'il est en prison tout en tirant profit. Ainsi, tout au long de ce long processus judiciaire, Ali et ses avocats ont continuellement cherché à retarder l'affaire, la rendant de plus en plus complexe. Le temps du procès a été reporté à plusieurs reprises, et au milieu de tout cela, la pandémie a frappé, paralysant tout le processus judiciaire. Ce n'est qu'en avril 2023 que le procès a finalement été fixé. À ce moment-là, près de 6 ans s'étaient écoulés depuis le drame de Marisa. Le 5 mai 2023, le procès de Marisa a finalement commencé. Parmi les 12 membres du jury, la moitié était d'origine asiatique et il y avait plus de femmes que d'hommes. Cependant, ce procès déjà tardif a continué à rencontrer des obstacles. D'abord, l'interprète a été testé positif au COVID-19 et a dû s'isoler. Ensuite, un membre du jury a dû rentrer chez lui pour assister aux funérailles d'un proche. Quant à l'accusé Ali,
il a continuellement perturbé le procès, invoquant toutes sortes de raisons pour le retarder. Il a déclaré que pendant les années de détention provisoire, il avait développé une schizophrénie, souffrant fréquemment d'hallucinations auditives et visuelles, accompagnées de violents maux de tête. Les médecins lui ont prescrit des médicaments, mais ceux-ci affectent sa mémoire et sa capacité de jugement. Par conséquent, il demande souvent des reports d'audience pour raisons de santé. Le procès a ainsi été interrompu pendant plus de 5 mois. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle choquante a éclaté à l'extérieur. Le Dr Tracy Pickett, 55 ans, médecin légiste et témoin expert pour l'accusation dans cette affaire, a été retrouvé mort dans une forêt près de la région de San, à environ 30 km du parc central où Marisa a été victime. La police a enquêté et conclu que le Dr Tracy s'était suicidé. La raison invoquée est qu'il luttait depuis longtemps contre la dépression, et que le fait de témoigner dans l'affaire de Marisa l'avait ramené à des souvenirs douloureux du passé, le poussant à ne plus pouvoir supporter la pression et à choisir de mettre fin à ses jours. Ce n'était pas la première affaire de meurtre à laquelle le Dr Tracy Pickett avait participé, et ce ne serait pas la dernière. Bien qu'il y ait eu de nombreux points suspects, la police a conclu qu'il s'agissait d'un suicide. Profitant de la disparition de ce témoin clé, l'avocat de la défense d'Ali a immédiatement demandé la dissolution du jury et la réouverture du procès, arguant de la perte d'un témoignage crucial. Cependant, cette fois, il n'a pas atteint son objectif. Après avoir soigneusement examiné la demande, le juge a décidé de poursuivre le procès mais d'exclure les déclarations précédentes du Dr Tracy Pickett du dossier. Bien que le dossier puisse être modifié, les souvenirs du jury, eux, ne peuvent pas l'être. Cet événement n'a pas seulement privé l'accusé d'un avantage, mais a également ravivé chez les jurés un fort sentiment de justice. La situation à la cour a commencé à pencher en défaveur de l'accusé. Voyant que la situation devenait de plus en plus défavorable, l'avocat de la défense d'Ali a commencé à utiliser la tactique la plus ignoble, salir la victime. Il a exploité le fait que Marisa ne pouvait pas se défendre elle-même et a dressé d'elle le portrait d'une adolescente rebelle, en conflit avec sa mère, fuyant souvent la maison pour errer dans la ville, et ayant même passé la nuit sur un banc de parc. Il a également suggéré que l'absence d'argent liquide dans son portefeuille indiquait qu'elle avait des difficultés financières et qu'elle aurait pu recourir à des moyens illégaux pour gagner de l'argent. Il a même osé prétendre qu'elle aurait pu approcher volontairement l'accusé, attirée par son apparence jeune, et aurait consenti à des relations sexuelles. Il a soutenu que le comportement de l'accusé pouvait être moralement répréhensible, mais qu'il n'était pas celui qui avait tué Marisa. Le véritable meurtrier devait être quelqu'un d'autre. Ces arguments fallacieux et ces mensonges éhontés ont provoqué une explosion de colère dans la salle d'audience et dans l'opinion publique. Des centaines de membres de la communauté chinoise sont descendus dans la rue pour protester contre l'injustice du procès et condamner la diffamation de la défunte. Sur les réseaux sociaux, les critiques contre l'avocat de la défense sont devenues de plus en plus virulentes. Beaucoup l'ont accusé d'avoir piétiné l'éthique professionnelle pour obtenir une victoire à tout prix. Certaines actions extrêmes ont également commencé à apparaître, mais nous en reparlerons plus tard. Face aux manœuvres de la défense, le procureur a rapidement contre-attaqué. Il a souligné que les allégations de l'avocat de la défense étaient totalement tronquées et déformées. Le fait qu'un adolescent se plaigne parfois à ses amis de la sévérité de ses parents est normal et ne signifie pas qu'ils ne s'aiment pas. La preuve la plus évidente est qu'après la disparition de sa fille, la mère de Marisa a passé plus de 40 appels pour la retrouver. Son père et son frère sont également venus de Chine pour assister au procès chaque jour, suivant avec persévérance les développements de l'affaire, unis dans leur douleur. Quant aux rumeurs selon lesquelles Marisa aurait passé la nuit dans un parc ou cherché à gagner de l'argent de manière illégale, elles sont totalement infondées. Si elle n'avait pas l'intention de rentrer chez elle avant 20 heures, elle n'aurait probablement pas choisi de traverser le parc où elle a rencontré Ali. Le procureur a ensuite réfuté les arguments de la défense par une question provocatrice. Si l'on croit l'avocat de la défense qu'Ali a simplement eu des relations avec Marisa puis est parti, et qu'un autre criminel est apparu par hasard, découvrant la jeune fille dans un état de vulnérabilité et l'attaquant, quelle est la probabilité d'une telle série de coïncidences improbables? Enfin, le procureur a demandé au jury de retenir leur souffle pendant 2 minutes, une durée suffisante pour qu'ils ressentent le désespoir de ne pas pouvoir respirer. C'est exactement ce qu'Ali a fait à Marisa. Dès le moment où Ali a vu Marisa traverser précipitamment le parc pour rentrer chez elle, elle n'avait plus aucune chance de survivre. La chose la plus effrayante dans cette affaire est qu'il n'a jamais eu l'intention de laisser un témoin vivant.
Face à l'assaut implacable de l'accusation, l'avocat de la défense a continué à se débattre jusqu'aux derniers instants. Juste au moment où le jury avait terminé ses délibérations et s'apprêtait à rendre son verdict, l'avocat a soudainement déclaré devant le tribunal qu'il avait reçu des menaces de mort. Il a présenté une lettre anonyme déposée dans sa boîte aux lettres, contenant des menaces selon lesquelles il mourrait dans la douleur et que sa famille subirait également un sort tragique. Ce qui est notable, c'est que le contenu de la lettre, de l'expression à la grammaire, portait clairement la marque d'un anglophone d'origine chinoise. L'avocat a donc soupçonné que cela pouvait être l'œuvre de partisans de la famille de Marisa. Sur cette base, il a immédiatement demandé l'annulation du procès, invoquant que l'opinion publique extérieure avait influencé le jury et compromis l'équité du procès. Cependant, le juge a rejeté cette demande déraisonnable sur le champ. Il a affirmé que si l'avocat était menacé, il devait simplement quitter le tribunal et signaler l'incident à la police pour qu'ils enquêtent. Quant à l'affaire Dali, après plusieurs mois de procès, le résultat était presque certain. Comment pourrait-on annuler tout cela à cause d'une lettre anonyme? Tout le temps passé ces 6 derniers mois aurait-il été gaspillé? Finalement, le jury a déclaré Ali coupable de meurtre au premier degré et l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Cependant, une nouvelle choquante a éclaté. La police a soudainement annoncé l'ajournement de la sentence d'Ali pour des raisons de sécurité au tribunal. Ils avaient arrêté un homme présent dans la salle d'audience et découvert qu'il portait une arme chargée. Bien que son identité n'ait pas été révélée, la police a indiqué que cet homme avait un lien étroit avec la victime. Selon des témoins sur place, cet homme d'âge moyen était le père de Marisa. Il avait apporté une arme au tribunal avec des motivations encore floues, mais étant donné la situation, il est fort probable que sa cible était l'accusé ou son avocat. Comme le Canada n'a pas la peine de mort, ce père en deuil avait choisi d'exécuter lui-même la sentence de mort dans l'enceinte du tribunal pour venger sa fille. Cet éclat soudain a fait basculer l'affaire dans une nouvelle direction pleine d'incertitudes. L'avocat de l'accusé a une fois de plus invoqué des menaces contre sa vie pour demander l'annulation du verdict et un nouveau procès. Il a également déposé un appel. Mais, d'un point de vue personnel, face à un père en colère et désespéré, le choix le plus sûr aurait probablement été de plaider coupable et d'accepter la sentence. Rappelez-vous ce que le premier ministre Justin Trudeau a dit à propos de cette affaire? Il a dit « Ayez confiance en notre système judiciaire, il apportera un résultat satisfaisant ». Peut-être que cette déclaration devrait être complétée par une autre. Si le système judiciaire ne parvient pas à le faire, la nature trouvera un autre moyen de faire payer le coupable. C'est ainsi que se termine l'histoire d'aujourd'hui.